Et bonjour à toutes et bienvenue dans Après la thèse. Cécile, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Eh bien, écoute, impeccable, puisqu'on reçoit notre première invitée, Clémence. Ça va, Clémence? Ça va très bien. Oui, impeccable. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Parce que du coup, on n'est pas dans la même pièce, on fait ce qu'on peut, puisqu'on est tous dans des géographies différentes. Est-ce que de votre côté, il fait beau ou pas? Moi non. Ouais, Mais moi non plus. Voilà. c'est tout à fait normal. Vous êtes dans une partie beaucoup plus au nord que moi. Je suis dans le sud, donc moi, j'ai un grand soleil. Tant pis pour vous. Donc voilà, écoute, sans plus attendre, on commence directement avec Clémence. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour tous les gens qui nous écoutent? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien oui, bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité à participer après la thèse. Moi, j'ai fait une thèse en archéologie et archéobotanique, précision utile. J'ai fait ma thèse à Paris 1 et en codirection avec Montpellier. Donc, c'était une thèse itinérante sur l'arboriculture en Grèce. Donc, en plus de Montpellier, de Paris, il y avait à Grèce pour le terrain, en fait. Donc, l'objectif de ma thèse, c'était de travailler sur les variétés de fruitiers durant le néolithique, l'âge du bronze et l'Antiquité en Grèce, à partir des restes archéobotaniques et des textes littéraires. Donc, cette thèse m'a occupé 5 ans en tout, un petit peu moins de 5 ans, mais si on va jusqu'à la soutenance, c'est à peu près ça. J'ai eu un contrat de 3 ans et après, j'ai terminé avec des petits boulots. Voilà. J'ai terminé dans la très belle ville de Montpellier, dans laquelle je m'étais bien installée, on va dire. Et après ma thèse, il y avait une sorte d'injonction à faire des post-docs et à aller courir le monde dès qu'on avait fini sa thèse. Et moi, j'étais très inquiète de ne pas trouver de post-doc, en fait. Comment j'allais faire pour trouver quelque chose, qu'est-ce qui allait se passer après. Et en fait, ce qui m'a permis de finir ma thèse et de ne plus avoir trop d'inquiétude, c'est quand quelqu'un m'a parlé d'un projet qui allait se monter et que si ce projet était financé, il y aurait un post-doc pour moi sur la vigne et l'olivier en Grèce, mais pas très original. Okay. Et donc, ce post-doc, c'est fait. Mais pas tout de suite après la thèse. Ok, il y a un temps entre la fin de ta thèse et ton premier postdoc. Ouais, alors en fait, ce projet devait se monter, mais ça n'allait pas démarrer tout de suite. C'était un ERC et ça commençait pas le 1er septembre en gros. Et moi, je finissais ma thèse en juin, donc après l'été, j'avais plus rien, quoi. J'étais même pas vraiment au chômage parce que moi, j'étais enseignante dans le secondaire. J'étais prof de français à la base. Et j'étais en détachement pour faire ma thèse. J'ai fini en disponibilité. Bon, ça, c'est du jargon, mais ça peut intéresser les gens qui font ça. J'ai fini ma thèse en dispo, donc sans salaire, sans rien. Mais j'avais la possibilité toujours de retrouver mon poste dans le secondaire. Ce que j'avais pas du tout envie de faire. Donc, après la fin de cette thèse, j'ai eu une proposition pour être à terre à Aix-en-Provence. Et ça, c'était inattendu, en fait. Ça doublait le RC. Et ça devenait ma nouvelle perspective. J'ai soutenu ma thèse en juin 2016, et en septembre 2016, j'ai commencé un ATER à Aix. Donc j'ai eu 1 an d'ATER en archéo, en remplacement en fait, et c'était une expérience formidable. J'ai adoré, c'était génial. Je croulais sous les cours, j'avais 2 apparts, je passais mon temps en décovoiturage. Quand je regarde maintenant, je me dis que c'était vraiment nul, mais sur le moment, ça m'a paru vraiment génial. Puis j'avais un salaire, tout était super. Et voilà, l'année s'est bien passée. On m'a demandé si je voulais renouveler. Et j'ai dit, non, je tiens pas à renouveler parce que je commence un postdoc en septembre. Le fameux ERC qui avait été financé. Donc c'était bon, il allait commencer, j'allais avoir un contrat là-dedans. Et puis bon, voilà, je dis que je veux pas de renouvellement d'ATER à Aix et ça tombait très bien parce que la personne que je remplaçais allait revenir. Donc il n'y avait plus de poste. Donc je fais mes bagages, je pars, tout, voilà. Et mon contrat dans l'ERC n'a pas pu commencer pour des raisons administratives. Il fallait des papiers pour être employé par la Grèce et j'avais pas ces papiers. Donc, je me suis lancée dans une procédure que je détaillerai pas là, mais de reconnaissance de mes diplômes. Il faut envoyer toute une batterie de papiers à l'État grec, qui les tamponne, qui les officialise et qui les traduit en grec, et qui vous sort un papier qui dit « c'est bon, vous avez bien le grade de docteur pour l'État grec et vous pouvez faire un postdoc ». Ça m'a pris plus d'1 an. Ah oui. Donc, j'ai passé 1 an sans rien. Donc là, sans vouloir faire de dénonciation, on est d'accord qu'on est sur 2 pays de l'Union européenne et que l'un ne reconnaît pas les diplômes de l'autre. Donc voilà, on va faire de la dénonciation parce que la Grèce, effectivement, ne reconnaît pas les diplômes, alors que les 2 pays sont dans le système de Bologne, là, ont signé la convention. En fait, comme il y a beaucoup d'étudiants grecs qui vont étudier à l'étranger, c'est une grosse manne financière pour la Grèce, parce qu'on paye
un paye pour reconnaître les diplômes. J'ai dû commencer par faire un virement de 600 ou 800 euros à la Banque nationale. Première chose, tant que j'avais pas fait le virement, ils regardaient même pas mon dossier. Donc vous pensez bien que ils s'en mettent plein les poches de cette manière. Mais ils n'avaient pas prévu ça dans le budget de l'ERC. Bon, pardon, des trucs techniques là, mais ça me paraît fou qu'ils Moi aient aussi, pas prévu ça. Ça me paraît complètement fou. En fait, ça me paraît tellement. Je pense que ça paraissait complètement fou à la personne qui a fait l'ERC, qui voyait pas. Elle n'avait pas anticipé en Elle fait. n'avait absolument pas anticipé ça. Elle m'a dit, en plus, elle a finalement trouvé une combine pour m'embaucher sans. C'est-à-dire que j'ai fait ces démarches, j'ai attendu. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, en fait, je sais comment on va faire, ça sera pas un postdoc, ça sera autre chose. Tu pourras travailler que 3 mois par an. Ça, c'était aussi une autre combine un peu scélérate. Et du coup, tu peux commencer quand tu veux. Donc, j'ai commencé en juin, au lieu de commencer en septembre, quoi. Mais en fait, c'était quand même un peu hallucinant parce que j'étais suspendue à la décision des Grecs et j'étais tous les jours au téléphone avec ce service des diplômes pour leur Et dire. du coup, en attendant, t'avais pas de travail du tout, t'as pas eu de petit boulot et tout, t'étais juste en attente en fait. En fait, j'ai fait des petits boulots. C'est là où on touche au sujet, au cœur du problème du postdoc, c'est que j'étais quand même basée à Montpellier parce que le labo voulait bien m'accueillir et parce que mon compagnon vivait là-bas. Donc j'avais encore un logement. Même si j'avais déjà fait mes cartons et tout pour partir, il restait des trucs, puis j'avais juste pu dire, ah ben non, finalement, je reste. Donc ça s'était bien passé de ce point de vue-là. Je trouvais des petits contrats. La personne que j'avais remplacée à Aix m'a trouvé un petit contrat. Bon, j'ai fait des petits trucs, quoi. Je partais pour 2 semaines, pour 1 mois. Je suis partie en Grèce, dans l'université où j'aurais dû aller en postdoc pour faire un contrat d'1 mois, qu'ils ont payé avec la caisse noire de l'ERC, par exemple. Donc j'ai fait des trucs comme ça, et du coup, c'était de l'incertitude permanente. Et franchement, j'ai frôlé la dépression bien plus cette année-là que pendant toute ma thèse. Alors que la fin de ma thèse, c'était pas de la tarte. Donc ça a été une année vraiment très inconfortable. Mais par contre, je me rappelle du jour où j'ai signé le contrat à Thessalonique, j'étais très heureuse. Je me suis sentie devenir quelqu'un, en fait. J'ai signé ce papier, on m'a dit, voilà, c'est ta nouvelle adresse mail, c'est ton contrat. Je me suis dit, ah ouais. Ouais, l'aboutissement du truc, quoi, c'est clair. Et il s'est avéré que ce postdoc ne durait donc que 2 mois et qu'après, il fallait faire une interruption, puis reprendre. Et puis, ça a été comme ça pendant 1 an. À chaque fois, la Grèce avait des nouvelles lois qui sortaient. Donc, après cette reconnaissance de diplôme, il m'a fallu un permis de séjour. Ce qui est illégal aussi. Hein. On est dans 2 pays de l'Union européenne, donc c'est totalement illégal. Et ensuite, il m'a fallu un numéro de sécu. Et ça, c'est pareil, c'était pas prévu. Donc, à chaque fois, j'attendais 2-3 mois entre les contrats que ma situation se règle. Ah oui. Donc on est vraiment sur. Moi j'ai le souvenir, parce que du coup on peut le dire, il n'y a pas de problème avec ce que on se connaît tous un petit peu. Et du coup je me rappelle, moi je t'avais vu en Grèce, mais c'était à Athènes. Ouais, c'était après. C'était après celui-là. Ouais, non, j'avais pas le souvenir que c'était aussi. À Athènes, c'était le postdoc de luxe, tout confort. C'était rien à voir. En fait, l'année où j'ai galéré, où j'avais rien, des petits boulots, des petits contrats et de la merde, j'avais déposé plein d'autres projets. Des alters, des bourses, des trucs, et tout foirait. Donc, je commençais à détester le mail qui te dit « Nous sommes au regret de vous apprendre que... » Je pouvais plus supporter. Et à la fin de mon année pourrie, j'avais refait tout plein de dossiers, et cette fois-ci, quasiment tout avait marché. Donc, tout le monde me disait « Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été recruté. » Et parmi les trucs que j'ai eu l'École française d'Athènes, donc qui est un institut étranger d'archéologie, un institut français d'archéologie en Grèce. Il y en a des antennes en Italie, en Espagne, en Égypte. Voilà, donc moi j'étais à Athènes. Donc ça, c'est pas forcément très connu des scientifiques, mais pour les littéraires, pour les archéologues, c'est le Graal, quoi. C'est vraiment... J'avais obtenu the postdoc. C'était vraiment le truc que tout le monde rêvait de faire. À l'époque, pour rentrer dans cet institut, il fallait passer un concours. Il y avait 4 épreuves, dont une épreuve de grec ancien. Donc ça dissuade pas mal les gens, quoi. Moi, je l'ai pas fait. J'ai pas trop bien réussi le grec ancien. Ils ont pu me dire que voilà, j'étais pas très douée en grec, mais qu'ils allaient prendre quand même parce que mon projet était intéressant. Tout ça. Bon, il y a quand même du lobbying derrière. Il y avait des gens qui voulaient avoir une archéobotaniste à l'École française d'Athènes. Donc il y avait des gens motivés pour que je rentre, quoi. Je veux pas savoir ce qu'ils se sont dit dans la commission. Ils ont dû s'écharper et tout. Mais bon, toujours est-il qu'ils m'ont prise. Et là, c'était le jour et la nuit avec avant, quoi. C'est que j'étais payée tous les mois et très bien. Il n'y avait aucune démarche administrative à faire. Le secrétariat faisait tout pour moi. Je n'avais rien à faire. Et c'était 4 ans. Et en fait, ça change vraiment tout parce que un postdoc de moins de 2 ans, en fait, on passe son année à chercher ce qu'on va faire après.
Alors qu'un postdoc long, on a le temps de faire de la recherche. Et là, j'ai eu le temps de publier, de faire des trucs, de préparer la suite. Donc, ça avait vraiment rien à voir. Et donc, c'est là, effectivement, où on s'était vu. Et là, c'était bien. J'avais un vrai logement, j'avais un vrai travail, tout roulait, quoi. Et du coup, Tout à à fait. quel moment, parce que tu disais que tu étais en dispo, parce que la dispo, c'est pas illimité, à quel moment tu as signé le papier pour dire bah, j'arrête ça en fait? En fait, la dispo, c'est pas illimité, mais c'est quand même assez long. Je pouvais faire 5 ans pour études et recherches, et ensuite 5 ans pour convenance personnelle. Donc, Ah j'avais oui, donc fait 10 pas ans en mal tout. Bon. d'années. C'était 10 ans en tout, ouais. Donc, j'avais déjà fait pas mal d'années pour études et recherches. Quand j'ai été prise à l'École française d'Athènes, comme c'est un institut universitaire français, ça devenait un détachement. Comme pour la terre, comme pour la thèse, en fait, comme pour le contrat doctoral. Donc, je changeais de voie, donc ça me faisait économiser des années de dispo. La petite blague, c'est que après l'École française d'Athènes, c'était donc mes 4e et 5e années de postdoc, j'ai eu un poste dans le supérieur en France, au Muséum d'histoire naturelle. Donc là, c'était un peu comme l'École française d'Athènes, c'était un peu le Graal, le truc vraiment génial. J'espérais même pas que ça allait m'arriver, mais ça commençait au mois d'octobre. Et l'année scolaire, au collège, au lycée, partout, ça commence en septembre. Donc, problème de papier avec l'éducation nationale, qu'est-ce que j'allais faire pendant un mois. Et ça a été le leitmotiv de toute ma thèse, tous mes postdocs, et jusqu'à cette année, parce que les trucs étaient dans des temporalités super bizarres. Donc, je devais toujours demander à être réintégrée, puis après à être radiée, puis à être réintégrée, puis à être mise en détachement. Donc là, cette année, j'ai été titularisée au mois de novembre, je crois. Alors que normalement, ça se fait en septembre. Donc, l'éducation nationale me harcèle de courrier pour que j'envoie mes papiers. Je suis Ouais, toujours parce que là, du dans le coup, secondaire. c'est ça. Pour remettre dans le Ouais, contexte, là, tu es au sein du Muséum d'histoire naturelle de ouais, Paris, c'est ça. Muséum national, pardon, d'histoire naturelle, qui est à Paris, donc l'unique en France de toute manière. Donc, tu as eu le concours qui est spécifique Alors, ouais, pour connaître un tout petit peu. ouais, c'est C'est ça, non? un concours de maître de conf, donc comme à l'université, mais tous les concours de maître de conf sont spécifiques aux instituts, pas aux universités Ouais. ou instituts. Mais il y a une liste de qualifications spéciale pour le muséum. C'est ça. Puisque, voilà, juste petit rappel, mais tous les auditeurs doivent connaître ça. Il faut être qualifié pour être maître de conf. Et la qualif dure que 4 ans. Après, il faut la redemander. Donc moi, j'étais qualifiée depuis 4 ans. C'était la dernière année de ma qualif. Elle a pu servir, c'est déjà pas mal. Et j'avais demandé muséum et université en me disant, de toute façon, au muséum, il n'y aura jamais de poste. Enfin, ils recrutent personne. Et il y a eu un poste. Mais c'était un coup de bol monstre, quoi. Et en plus, sur des thématiques où je pouvais prétendre. Donc c'était vraiment assez incroyable. Donc j'ai Ok. passé ce concours et je l'ai eu. Et un peu comme je me suis dit tous les jours, 1 an après ma thèse, c'est trop bien, j'ai fini ma thèse. Tous les matins, je me disais, ah, c'est trop bien, j'ai fini ma thèse. Maintenant, je me dis encore tous les jours, c'est trop bien, j'ai réussi à avoir ce truc. Parce que c'était pas gagné. Enfin, au bout de 5 ans de postdoc, je commençais à devenir un peu vieille, à être un peu encroûtée dans le truc. L'école française d'Athènes, c'est 4 ans normalement, donc j'aurais dû faire 7 ans. Et je me disais, ok, je trouverais rien. J'avais tenté 2 fois le CNRS, ça avait vraiment, vraiment rien donné. Il y a peu de postes dans ma discipline. Je me disais, bon, il va falloir se préparer à en fait faire autre chose. Alors que c'est beaucoup d'énergie dépensée les années de Et postdoc. du coup, c'était ton premier concours maître de conf. Tu avais passé 2 fois le CNRS et c'était ton premier maître de conf. Ouais, alors j'en ai passé 2 la même année parce que la même année, après un désert absolu du poste en archéobotanique de 8 ans, il y a eu 2 postes. Un en préhistoire à Nice et un en période historique au muséum. Donc j'ai passé Nice juste pour montrer que je cherchais activement un poste. Parce que j'avais aucune chance, c'était vraiment préhistoire, ils voulaient vraiment pas d'antiquité, vraiment la Grèce, ça les intéressait pas du tout. Je suis allée à l'oral parce qu'il y avait très peu de candidats en fait. Même s'il y a peu de postes, il y avait vraiment pas grand monde. Et j'étais une des seules à avoir beaucoup d'heures d'enseignement, donc ils pouvaient décemment pas ne pas m'auditionner. Donc ça m'a fait un petit entraînement avant le muséum, c'était pas mal. Et évidemment, j'ai pas... Enfin, j'ai même pas été classée, je crois. Ils ont dû classer 3 personnes et j'en ai pas partie. J'ai passé que 2 concours de maître de conf, ouais. Ok. Ok. Ah oui, effectivement, c'est assez mouvementé. Bon, comme beaucoup de circuits postdoc, cela dit. Ouais. Mais du coup, t'as jamais... parce que là, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est juste, entre guillemets, avant de réussir à décrocher le poste de maître de conf au muséum, que potentiellement, tu commençais à réfléchir, d'envisager de ne pas continuer dans l'académique. Mais du coup, c'était
ça a jamais été... Il n'y a jamais eu les deux voies en parallèle pour toi. C'était académique, full académique, quoi. Bah, en fait, si, il y avait toujours... Déjà, j'avais le concours de l'enseignement secondaire. Donc, il y avait toujours ça. Vraiment, je pouvais toujours aller dans un collège, dans une obscure banlieue, enseigner le français. Je peux pas dire que ça me faisait rêver, mais c'était possible. Et puis, si, il y a toujours le truc de se dire, de toute façon, c'est pas grave, je ferai autre chose. C'est pas... On va survivre sans poste académique. Mais moi, sur le moment, pendant ces années-là, je me disais toujours, ouais, c'est pas grave, je ferai autre chose. Mais en fait, je me rends compte que j'ai toujours visé d'avoir un poste de recherche. Même si j'avais gardé la porte ouverte mentalement, intérieurement, de me dire que j'allais faire autre chose, l'idée, c'était quand même d'avoir un poste. Et la discussion, elle a été assez aiguë quand j'étais à Montpellier, puisque l'idée, c'était... Mon compagnon me disait, mais pourquoi tu veux absolument aller à l'étranger, galérer, alors que tu pourrais rester galérer en France, en fait. Tu ferais à peu près la même chose, ça serait aussi merdique, mais au moins, tu serais là et tu serais pas dans des situations comme ça, dans des appartements sans chauffage, sans papier, enfin, tu galérerais moins, quoi. Et en fait, non, moi, je voulais partir, je voulais aller voir le monde, je voulais faire autre chose. Je voulais vivre en Grèce, c'était vraiment mon rêve. Et puis, il y a une sorte d'injonction à partir en postdoc. Tu as prêt ta thèse, il faut partir, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas pantoufler à l'université, il faut absolument aller voir autre chose. Donc moi, j'avais été très bien formatée pour ça. Au point même que je trouvais que c'était un peu la voie de la facilité, la Grèce, quoi. Si j'avais été une vraie, j'aurais tenté l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, un truc un peu plus intéressant, un peu moins connu. Et je me disais que ça allait me desservir. Qu'à cause de ça, en fait, je m'en sortirais pas, parce qu'on allait dire, bah, elle est juste allée en Grèce alors qu'elle parlait déjà grec, qu'elle connaissait, elle a déjà fait sa thèse sur la Grèce. C'est nul. J'ai culpabilisé, en fait, quasiment tout le temps. Et il y a eu des gens qui vont me dire, oui, enfin bon, c'est ce qu'on t'a proposé, donc les postdocs, ça court pas les rues, hein, tu prends ce que tu trouves, et puis voilà. Et ça me rassurait, ce discours-là. C'était vraiment, oui, c'est vrai, en fait, j'ai pris ce qu'on m'a donné, et j'ai essayé autre chose, ça n'a pas marché, parce que j'ai pas essayé aux États-Unis, mais j'ai tenté d'aller en Allemagne, en Angleterre, et j'ai pas eu de succès. Ah, mais donc, du coup, tu as culpabilisé, en fait, de pas avoir fait plus. Ouais. Ah ouais. Ouais, pour moi, je faisais vraiment le minimum vital. Et je pouvais pas empêcher de me dire, tu te bouges pas assez les fesses. J'ai pas déposé le dossier Marie Curie, par exemple. C'était trop dur. Je me disais, non, j'y arriverai pas. C'est un effort que je suis pas prête à faire. Surtout que, bon, bah, voilà, il y a l'école française d'Athènes où le truc se passe en français. Je connais à peu près les codes. Alors qu'en fait, c'était pas du tout facile. Mais vu de là où j'étais, ça me paraissait plus facile et plus atteignable. Ok, mais en fait, ça vient de quoi ça vient de gens qui t'ont dit il faudrait que tu ailles dans des autres pays, il faudrait que tu tentes la Marie Curie, ou c'est juste toi qui Je pense que a c'est lu juste des moi, choses qui te montaient la tête vous avez jamais eu cette impression-là? Moi, j'ai l'impression que il faut faire plus. Personne te le dit, mais on est dans un environnement où tu regardes les CV des gens, ils ont des CV de malades, ils ont fait des Non, tas voilà. de Donc trucs. en fait, c'est en te comparant Ouais, aux autres. en Ouais, c'est ça. regardant comment les gens avaient des postes. Qui a trouvé un boulot, pas forcément en France d'ailleurs, mais qui a eu tel truc. Et là, je regardais, je me disais, ah ouais. Puis l'autre truc qui a commencé à devenir flippant, c'est quand des gens qui avaient soutenu depuis moins longtemps que moi avaient un poste. Ouais. Je me disais, ah ouais. Alors ça, ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Et là, il fallait vraiment passer par des discussions avec mes anciens directeurs de thèse ou des collègues qui me disaient, non, mais tu peux pas comparer. Ça dépend des disciplines, ça dépend des parcours, ça dépend de plein de choses, ça dépend des opportunités de poste, ça ne dépend pas de toi, en fait. Et ça, c'est aussi le truc qui m'a permis de ne pas me décourager, de ne pas me dire que j'étais complètement nulle, c'est de se dire que pour 90% du truc, ça ne dépend pas de moi. Le poste, on fait de notre mieux, et puis bah il y a tous les facteurs qu'on maîtrise pas, quoi. Et c'était pareil pour le postdoc déjà. Ouais, non, c'est sûr. Moi, personnellement, ça, c'est le truc qui m'angoisse le plus. Ça dépend pas de toi. Le fait de... Ah ouais, c'est terrible. Ah ouais, bah c'est mais terrible. moi, je suis Mais pas au mal moins, d'accord aussi. tu te dis que bon bah t'as pas seulement pas fait ce qu'il fallait, quoi. Toi t'as fait ce qu'il fallait et que il y a après des facteurs extérieurs. Donc moi je trouvais ça très injuste et je me disais qu'on pouvait facilement devenir assez aigri dans le milieu et j'avais pas du tout envie de ça. Donc avant de tourner là-dedans, moi je me voyais pas faire des post-docs pendant 15 ans ou 20 ans. Je me disais, là d'abord j'avais dit 4 ans, après je m'étais dit bon 7-8 ans ça serait pas mal. Et à la fin je me disais franchement si j'arrive à 40 ans en post-doc, là ça va devenir un peu compliqué. Et je m'en serais approchée, je serais sortie de l'UFA à 37 ans si j'avais pas eu mon poste avant.
Donc, je m'en serais un peu approchée. Et là, je me serais peut-être dit, bon, il est temps de changer, mais pas parce que j'ai été nigrée ou quoi, c'est parce que je pense que j'aurais envie d'autre chose, en fait. C'est que Ouais. le postdoc, on est amené à tout le temps bouger, à jamais être installé, à jamais être chez soi, à tout le temps dans les starting blocks pour aller ailleurs. Moi, j'en avais assez de ça. Même, j'aurais préféré faire complètement autre chose que de la recherche pour ne plus avoir à bouger tout le temps. Donc en fait, ce qui était le plus compliqué, c'était plus gérer sa vie privée ou sa vie professionnelle pendant le postdoc? Bah, je sais pas, là, peut-être vous aurez un avis différent, mais je trouve que ça a changé en cours de route. C'est qu'au début, je me disais, le plus important, c'est de trouver le postdoc, et la vie personnelle, on verra bien ce qu'elle devient. Et puis, bon, dans mon cas, elle n'est pas devenue grand-chose, faut pas reconnaître. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, c'est bien sympa, mais maintenant, je vis avec quelqu'un, j'aimerais bien, pour une fois, que ça marche. Et j'ai pas envie de repartir au bout du monde parce qu'il m'a déjà suivi une première fois. Il va pas faire le tour du monde avec moi, ce gars. Donc, cette fois, c'est bon, quoi. Donc là, d'un seul coup, le truc s'est inversé. Et franchement, après l'école française d'Athènes, je ne serais pas repartie. Je serais peut-être repartie à Chypre ou en Grèce, un endroit que je connaissais. Mais là, c'était terminé pour tenter traverser l'Atlantique ou même aller en Angleterre, j'aurais vraiment pas tenté. Sauf s'il m'avait dit, ah ouais, génial, j'arrive. Mais sinon, je vois. Ouais. Mais je pense que Ben comme moi, on est pas mal sur le même délire. Hein. En Moi, vrai, je copie-colle exactement ce que tu viens de ben, moi, dire. pareil. Je le mets en début d'année dernière à peu près, et puis le shift est à peu près là, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, c'est incroyable. Alors moi, à titre personnel, je pensais vraiment pas que ça pouvait switcher comme ça du tout au tout, et tout à Mais fait. moi non plus, je pensais pas. Je pensais vraiment que j'allais rester dans l'optique toujours de faire bien ce que je voulais. Et surtout, ce que je voulais, c'était bouger et faire de la recherche. Et le reste, je m'en fichais. Et même, je vois mes horaires de travail ont vachement changé. Avant, je trimais tout le temps. À un moment, et ça, poste ou pas, hein, parce qu'à l'école française, on avait déjà commencé. On parlait juste avant le début de l'enregistrement de ça, du groupe de parole, de parler avec des gens. Et à l'école française, on était tous de la même génération, un peu tous les mêmes parcours. On parlait beaucoup de tout ça. Justement, on s'entraidait vachement. Et avec une collègue, on avait dit non, mais il faut qu'à 18h, elle soit partie. Donc elle passait dans mon bureau, elle me disait, il est l'heure. Et en fait, au début, j'étais là, non, je pas fini. Puis je me disais, mais non, mais en fait, elle a pas tort. On a une vie en dehors du boulot et je pars à 18h, il fait beau, c'est la Grèce, on a autre chose à faire que trimer la bibliothèque. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il nous faut un certain temps pour comprendre ça, en fait. Il faut qu'on expérimente un peu la chose pour voir qu'au final, ça baisse pas notre productivité. C'est pas une question... Ouais. En fait, on n'est plus dans ces questionnements-là. C'est qu'il faut aussi préserver sa vie privée. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même un certain temps, ouais. Pour, Ouais. Je suis assez d'accord. Il faut aller Mais à du coup, Oui. par rapport à ce que tu dis, il y a une différence finalement entre le postdoc et ton poste actuel. Enfin, qu'est-ce que le postdoc t'a amené, postdoc t'ont amené pour le poste permanent qu'est-ce que ça a appris ou pas appris au final? Alors, deux choses. Déjà, ça n'a rien à voir. Je pensais que ça allait être un peu pareil. En fait, ça n'a aucun rapport. Ce que je faisais en postdoc, ce que je fais maintenant, c'est censé être la même recherche. Ça n'a rien à voir. Les postdocs, ça m'a pas appris grand-chose pour mon poste actuel, mais ça m'a probablement permis d'être recrutée quand même. C'est quand ils ont vu mon CV, tout le monde me l'a dit d'ailleurs, que ça faisait très joli, à terre, postdoc, c'était très bien, voilà, c'était super. Donc ça m'a servi pour ça. Et maintenant, ce que mes collègues me sortent comme argument, pourquoi ils m'ont recruté, pourquoi ils pensent que je vais apporter l'unité, c'est beaucoup plus ce que j'ai fait avant en fait. Le fait que je sois passée par plusieurs labos en France, que j'ai fait ma thèse dans 2 labos, que j'ai été à terre dans un autre, en gros, je connais un peu le système universitaire. Et ça, ils trouvent ça super. Alors que si j'avais fait que des super postdocs vachement prestigieux à l'étranger, j'en aurais rien connu. Ils m'auraient recruté quand même, ils auraient trouvé d'autres intérêts, mais il n'y aurait pas eu ça, et ça, apparemment, ça a joué. Et l'autre, ça n'a rien à voir, le boulot, et la vie n'a rien à voir. C'est que là, quand on a un postdoc, on essaye de faire son projet, de penser au postdoc d'après, de faire avancer un projet en disant, bon, il est super celui-là, mais bon, je vais pas m'investir à fond non plus, parce que de toute façon, dans 6 mois, je suis partie. Là, maintenant, moi, je peux y rester toute ma vie si je veux. Donc, on fait un nouveau projet du MR, je me suis impliquée dedans. C'est sur 5 ans. Et ça me paraissait plus ou moins normal. Je venais d'arriver. J'ai dit, oui, moi, je vais m'occuper d'un axe. Donc, déjà, je me projette sur les 5 prochaines années. Il faut être élu dans des conseils, des trucs pareils qui sont des mandats assez longs. Alors, je l'étais déjà avant, mais sur des mandats courts. Là, c'est pareil. Je me suis dit, bon, oui, c'est vrai, ça va prendre du temps. C'est du temps où je ne ferai pas de recherche, c'est du temps où je ne ferai pas d'enseignement et tout, mais je me présente sur une liste pour le conseil scientifique, en l'occurrence. En fait, je me suis mise dans la dernière position, donc je ne serai probablement pas élue.
Mais c'était déjà un premier pas de faire ça, quoi. Et l'autre grande différence, c'est que là, maintenant, je suis dans le monde universitaire français qui est traversé de problèmes multiples qu'on oublie quand on est en postdoc, en fait. De formation sans argent, de recherche sans argent, de difficultés quotidiennes, en fait, qui sont très terre à terre. Que moi, j'avais perdu complètement le contact avec ça, en fait. Et là, je suis dans un laboratoire assez actif syndicalement. Donc, je me suis syndiquée en arrivant parce que ça me paraissait important. Les syndicats ont sauvé la cantine chez nous, c'est quand même pas rien. Elle était menacée de fermer. J'y vais pas, mais je trouve quand même que c'est cool. Et mes amis, puisque j'avais aussi des amis dans ce labo, c'est une vieille histoire, hein, c'est une petite discipline, l'archibotanique, donc il y a des gens avec qui j'avais déjà fait ma thèse, mon master, tout ça. Étaient au syndicat, donc je me suis dit, je vais aller avec eux, militer, et je me suis rendu compte à quel point les postdocs m'avaient coupé de toute cette activité revendicative, de construction sociale, en fait, de l'université, qui me paraît être un aspect super important que j'avais complètement oublié pendant 5 ans. Déjà, pendant la thèse, c'était un peu compliqué, mais alors les postdocs, j'avais totalement perdu le lien, quoi. Vraiment. On avait des échos lointains, mais... J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression que tu t'impliquais pas parce que tu avais peur qu'on associe ton nom à des implications, tu as des revendications, ou est-ce que c'est juste que tu te sentais complètement déconnecté du truc, en fait? Non, je me sentais complètement déconnectée, parce que quand est-ce que j'aurais pu en thèse, j'aurais pu m'impliquer un peu, c'était un peu le cas, mais il y a toujours l'idée que c'est la thèse d'abord, et puis le reste, on verra. Ouais. C'était personnel, parce que tout le monde réagit pas comme ça, mais moi, j'ai un peu réagi comme ça. J'avais toujours un peu des doutes sur mon engagement, sur est-ce que j'étais dans le bon groupe, est-ce que je défendais les bonnes choses. J'en ai moins maintenant, parce que je trouverai jamais le truc parfait, donc voilà. J'ai pas peur que mon nom soit associé, j'ai jamais eu peur de ça. Mais par contre, c'est vrai que j'étais assez déconnectée. Enfin, les priorités, elles étaient ailleurs, en fait, en postdoc. Il fallait trouver le postdoc d'après, il fallait déménager. Puis on passe un temps infini à penser à sa survie. Ça, c'est fou, en fait, l'énergie dépensée à se demander mais qu'est-ce que je vais devenir? Et en fait, c'est un confort intellectuel infini d'avoir un poste. Parce que là, on peut penser à autre chose qu'à sa survie. Ceci dit, je fais pas beaucoup de recherches. Il y a tellement de tâches administratives. Et pourtant, je suis au Muséum d'histoire naturelle. Je n'ose pas imaginer dans une fac comment c'est. Mais je fais plein d'encadrement d'étudiants, de trucs comme ça. Donc, je passe pas beaucoup de temps au labo. Mais c'est le jour et la nuit par rapport à la vie de postdoc. Parce que si mes projets marchent pas, mes demandes de financement marchent pas, c'est pas ma survie qui est en jeu. C'est pas que je vais pouvoir manger la semaine d'après, quoi. Oui, tu auras toujours ton salaire tous les mois et on va pas te virer, quoi. Et franchement, ça me paraît normal. Ça me paraît être la seule manière de travailler. Parce que là, on est beaucoup plus dispo pour les étudiants. Moi, je suis 5% disponible pour les stagiaires. J'ai rien d'autre à prouver. C'est bien, je m'occupe d'eux, ils travaillent bien. L'enseignement, c'est bien, ça prend du temps, c'est vrai, mais en fait, pourquoi pas? C'est super important aussi. Et je passe moins de temps sur le terrain, c'est dommage, mais c'est une évolution du métier, quoi. Ouais, donc pas de regret. Aucun, mais alors aucun regret. Je ne regrettais déjà pas la thèse quand j'étais en postdoc, même dans les moments les plus affreux. Jamais je me suis dit j'étais quand même mieux en thèse. C'était quand même toujours mieux après. Et même là, quand ça fait des mois que j'ai pas ouvert un échantillon, que je vois les missions de terrain qui se rétrécissent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a pas trop le temps, tout ça, jamais je regrette le temps du postdoc, notamment à l'EFA où là on avait des moyens illimités pour faire tout ce qu'on voulait, c'était super. Sauf que ça allait se finir, quoi, et qu'on nous le rappelait régulièrement. EFA, c'est École Française d'Athènes. École Française d'Athènes, ouais. Ok, très bien. Mais du coup, justement, là, tu parles de survie. On approche de la fin. Est-ce que tu aurais... C'est vrai que c'est un peu bateau de dire ça, mais en même temps, c'est important, surtout en plus que tu es aujourd'hui, comme tu le dis, tu peux souffler un peu. Parce que là, maintenant, tu as ce poste-là, cette position-là. Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? J'ai pas envie de te dire de le donner de façon générale. À la limite, donne-le à Cécile et donne-le à moi, puisque nous, on est encore dans cette activité de postdoc. On est en train de chercher ces positions permanentes, qu'elles soient à l'université, au CNRS ou à d'autres institutions ou instituts français ou autres. Qu'est-ce que tu pourrais donner éventuellement comme mot? J'ai pas envie de dire d'encouragement. Ne nous encourage pas. Juste comme conseil, ouais. Voilà, comme conseil. Comme conseil, j'en ai déjà donné quelques-uns, en fait. Je trouve que se garder l'idée que tout ce qu'on a fait, c'est pas perdu. Enfin, les postdocs, c'est une expérience, c'est une tranche de vie qu'on a faite. Voilà, c'était bien, c'était pas bien, mais on en a forcément quelque chose à en retirer, même si ça débouche pas sur un poste permanent.
toujours se garder l'idée que voilà, il y a une fille en fait après tout ça. Et comme vous l'avez dit, en plus, il y a un moment où on se dit c'est bien joli tout ça, mais ma vie personnelle, ma vie à moi, elle est peut-être aussi ailleurs, en dehors du post-doc, donc pas perdre ça de vue, quoi. L'autre truc, c'est que si c'est le poste académique qui vous fait rêver, tout en gardant cette idée, c'est là où on devient un peu schizophrène, mais tout en gardant l'idée que ça peut être possible de faire autre chose, faut jamais arrêter d'y croire en fait, parce que, moi je suis pas, ni moi ni mes collègues n'avons les meilleurs CV, on n'est pas des gens particulièrement brillants, et il se trouve qu'on a eu un poste, donc il y a un facteur chance qui joue, et il y a aussi un facteur opiniâtreté, parce que moi je n'ai pas lâché. J'ai décidé que je l'aurais, le poste du muséum, et je me suis cramponnée toute l'année à ça, et je me suis battue pour que ça marche. J'ai fait en sorte de faire ce qu'il fallait, quoi, de savoir, j'ai pas fait ça pour Nice, je savais que ça allait pas marcher, mais pour Paris, je me suis vraiment battue. Pour le CNRS, je m'étais pas battue. J'étais allée comme ça, ah bah ouais, tiens, on va voir ce que ça donne. Donc à un moment, il faut vraiment s'accrocher et il ne faut plus avoir de scrupules, quoi. Faut savoir ce qu'on attend de vous, où est-ce qu'on peut être recruté, faut activer son réseau, même discrètement et même en le faisant un peu avec réticence, c'est toujours utile en fait. Et je pensais pas, mais en fait c'est super important ça. Et puis quoi d'autre, j'avais noté des petites idées. Des petits... Ouais, bah c'est ça. Je sais que nous, on avait l'idée avec une copine, on allait ouvrir un café-librairie si ça marchait pas, on était toutes les deux en archéo. Et on se disait, des fois, on parlait de notre café, on se demandait où il allait être et tout, on se faisait des petites réunions sur le café. Et on avait toutes les deux eu un poste, elle l'année dernière et moi il y a 2 ans. Donc finalement, on se dit, bah tu vois, le café, bah finalement, il aura jamais lieu. Sauf si on démissionne, mais pour l'instant, moi, je suis pas dans l'optique de changer de vie. C'est vraiment pas, voilà, là, pour l'instant, je veux vraiment rester là-dedans. Donc, à la fois, essayer de rester assez détaché et en même temps continuer à y croire et à se dire que mais il n'y a aucune raison que ça marche moins pour vous que pour d'autres, quoi. Ouais. Très bien. Moi, c'est bon, c'est encourageant. Oui. Cécile, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est bon, ça me va. Ouais, mais après, c'est toujours flippant, le facteur chance, quoi. On se dit toujours, tu sais, des fois, tu as l'impression de donner tout ce que tu peux, et puis en fait, tu as le facteur chance qui était à 0 ce jour-là, en fait. Oui. Tu vois, ou alors, je sais pas, enfin... Je pense que ça me perturbe. C'est quand même un gros facteur chance, parce que là, moi, je me suis dit, ok, le muséum, il cherche un archéobotaniste qui travaille sur les périodes historiques. On n'est pas 30 000 à faire ça. Il y avait de la concurrence, mais il n'y avait pas une concurrence démesurée. Ça valait le coup de tordre mon CV pour que ça rentre dans les cadres du poste. Moi, je voulais que ça marche, quoi. Et en face, ils se sont dit, bah tiens, jamais pile soutenu depuis 5 ans, jamais fait des post-docs. Il y avait une autre candidate, mais ça faisait vraiment longtemps, ça faisait plus de 10 ans, je crois qu'elle avait soutenu sa thèse. Et un autre candidat, lui, ça faisait que 2 ans, puis il travaillait pas sur l'Europe. Enfin, chacun, on avait tous des problèmes dans nos dossiers, et en fait, l'équation a fait que ça a marché. Donc là, c'était un facteur chance que le poste ouvre. Mais une fois qu'il était ouvert, il y avait encore du facteur chance, mais ça dépendait un peu plus de moi. C'est que se dire que le facteur chance, il peut jouer sur un truc qui vous correspond pas, là, c'est plus compliqué, quoi. Donc, ouais, on donne tout ce qu'on peut, en général, globalement, et sur un truc précis, il faut tout donner quand il y a une chance que ça marche, sinon c'est un coup à s'épuiser. Oui, c'est ça, il faut maximiser les chances quand même à la base, quoi. Ouais. Ok. Après, pour rassurer tout le monde, c'est tout à fait normal, quand on a les compétences, d'essayer de rentrer sur un appel d'offres, une position. Ah oui. Voilà, Ouais, je reprends les termes de Clémence, mais voilà, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut faire, et c'est ni malheureux ni heureux, c'est comme ça qu'on candidate à des positions qui sont très précises. Et dans l'académique, les positions sont très précises. Ouais, c'est aussi ça, c'est aussi jouer le jeu de... Tout à fait. C'est ça, c'est jouer le jeu, c'est exactement ça. Jouer le jeu, c'est... Et oui, c'est ça, le conseil, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être jouer le jeu, c'est de se dire que il faut un peu se mettre, faut un peu ramper, il y a des moments où... Ouais, j'aurais bien aimé que ça se passe pas comme ça, j'aurais bien aimé que ne pas attendre un an pour démarrer un postdoc en Grèce et être capable de dire, mais tant pis, en fait, je m'en fiche, je vais aller faire autre chose ailleurs. En fait, j'ai bien fait d'attendre, parce que le postdoc était nul, mais pour la vie personnelle, c'était super. Et Salonique, c'était génial comme ville. Donc, je regrette pas du tout d'avoir fait. Et j'ai un super réseau d'archéobotanistes grecs grâce à ça aussi, quoi. Oui, donc au final, toutes les choses apportent quelque chose. Toutes les expériences apportent quelque chose quand même, quoi. Ouais, alors c'est assez facile à dire quand on regarde en arrière. Sur le moment, c'est un peu plus compliqué à voir. J'avoue. Ah, c'est sûr. Moi, en tout cas, je retiens le meilleur conseil, effectivement, c'est celui-là, c'est jouer le jeu. Moi, c'est celui que j'ai mis le plus longtemps à... Mais... Je sais pas si c'est à accepter, mais en tout cas à entendre. Et moi, j'aurais tendance à conclure sur jouer le jeu pour cet épisode.
Est-ce qu'on peut conclure sur ce terme? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ok. Bon, du coup, Clémence, nous, on te souhaite quoi? Le meilleur au muséum? Ouais, bah c'est pas trop compliqué. Merci. Ah. Ça devrait aller. Eh bien, écoute, on se retrouve pour un prochain épisode d'ici quelques semaines. Au revoir à vous deux. Et au revoir. Oui. Un petit. Salut. À plus tard.